Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour faire une vidéo qui va parler de ma sleeve. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z. Alors c'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Vous savez à l'avance vous combien elle fera, mais je pense que c'est une vidéo qui fera dans les 35-40 minutes facilement. Puisque dans cette vidéo je vais vous expliquer donc l'introduction, donc c'est-à-dire le pourquoi j'ai fait recours à la sleeve, enfin pourquoi je fais recours à la sleeve, donc l'historique un peu de mon poids et un peu mon histoire par rapport à ça. Vous allez avoir aussi donc une deuxième partie qui va être du coup tout le parcours médical et comment en fait j'ai été entre guillemets encadrée, enfin comment voilà j'ai commencé les démarches et où j'en suis actuellement et ce qui va arriver pour la suite donc dans la troisième partie. Donc là je vous filme, on est le mardi 4 mai 2021. Donc aujourd'hui j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec le chirurgien pour lui donner tout le dossier. Voilà, donc du coup j'attendais d'avoir ce deuxième rendez-vous pour clôturer du coup et pour pouvoir faire une vidéo très complète. Et comme ça la prochaine fois qu'on se reverra ce sera quand j'aurai une date et les quelques bricoles qui restent à faire avant. Donc première partie de la vidéo, du coup l'introduction, donc je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec le poids, depuis quand je suis en obésité, quel poids je fais, quel poids maximum j'ai fait, etc., etc. Donc il faut savoir que déjà dans l'enfance j'ai jamais eu de problème de poids, donc quand j'étais enfant j'étais tout à fait normale. Quand j'étais pré-ado et ado ça allait encore, enfin je veux dire si j'avais un surpoids c'était 3-4 kilos, c'était pas quelque chose de dramatique hein. Il faut savoir que voilà j'ai eu mes règles très tôt, j'ai été formée très tôt donc bon ça faisait partie aussi du processus hormonal de la puberté hein, bien sûr, donc vraiment rien d'alarmant. Donc c'est à peu près à partir de mes 15-16 ans que j'ai commencé à prendre un petit peu plus de poids. Et notamment quand j'ai démarré la contraception via l'implant, là ça a été la catastrophe. Alors je vais essayer de pas faire une introduction trop longue, mais pour vous expliquer, en gros à mes 16 ans j'ai pris une pilule contraceptive, ce que comme beaucoup d'adolescentes j'oubliais de temps en temps de la prendre, donc c'était pas super sécurisant. Donc du coup je me suis dit tiens je vais chercher des alternatives, voir s'il n'existe pas d'autres moyens de contraception sans avoir à y penser pour éviter d'oublier et de tomber enceinte. Donc du coup je me suis renseignée un petit peu partout, j'ai regardé un peu des forums etc. Et puis je suis allée chez le gynéco et je lui ai dit écoutez voilà j'oublie régulièrement ma pilule, est-ce qu'il y aurait moyen que vous me posiez un stérilet, un implant etc. Donc bon, le stérilet il y a encore beaucoup de médecins qui vous disent que c'est pas possible d'en poser un sur une jeune femme qui n'a pas eu de rapport sexuel ou qui n'a pas eu d'enfant. C'est absolument pas vrai. Non, sachez que vous pouvez totalement le mettre, c'est juste que ce sera peut-être moins confortable, mais dans tous les cas vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un enfant ou même d'attendre d'avoir un premier rapport sexuel avant de poser un stérilet. Vous pouvez tout à fait le poser en amont, c'est juste qu'il faut trouver le praticien qui est à l'aise avec ça, mais bon. Donc il m'avait refusé le stérilet mais il m'avait dit ok pour l'implant, donc du coup j'ai posé l'implant sur la fin de mes 16 ans, j'avais presque 17 ans, non j'avais 17 ans il me semble, ouais j'avais 17 ans. Et au fur et à mesure des mois, pas mal de petits soucis de santé sont arrivés, donc déjà une prise de poids, donc c'est-à-dire que pour résumer, l'implant je l'ai gardé 10 mois et en 10 mois j'ai pris plus de 20 kilos. Donc avant de mettre l'implant je devais être à 72-75 kilos, ce qui est un poids classique pour moi, puisque vu ma taille et mon âge, en gros je devrais faire entre 65 et 72 kilos pour avoir un poids normal, un IMC normal. Donc j'étais bien, hein, peut-être avec voilà 2-3 kilos en trop, mais rien de bien inquiétant. Et à partir du moment où j'ai posé l'implant, donc c'est là où j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, mais je comprenais pas pourquoi. Parce que mon mode de vie n'avait absolument pas changé, voire même j'étais plus active qu'avant. Donc c'est vrai que je comprenais pas trop pourquoi une prise de poids comme ça aussi rapide. Et j'ai eu plein de problèmes de troubles de la circulation sanguine, donc en fait je saignais beaucoup du nez, j'avais souvent des maux de tête, j'avais toujours des caillots qui sortaient du nez, des caillots de sang, enfin c'était vraiment une horreur. Et à force de voir des spécialistes et des médecins, du coup j'ai été voir un hématologue, donc c'est un médecin spécialiste du sang. Et donc on a retracé un peu toute mon histoire médicale pour voir ce qui causait le souci. Et en fait elle m'a dit que j'étais intolérante à la progestérone et que mes troubles de la circulation sanguine, mes maux de tête, mes migraines et ma prise de poids, c'était une réaction au fait que j'avais l'hormone en moi H24 et que mon corps il supportait pas. Donc il fallait que je prenne des contraceptions soit sans hormones ou sans progestérone. Donc du coup elle m'a
conseillé de retourner voir mon gynéco pour changer de mode de contraception. Donc j'ai enlevé l'implant et effectivement quand je l'ai enlevé au bout de 2-3 mois tout est redevenu à la normale, j'avais plus de problème de migraine, j'avais plus de problème de circulation du sang. Par contre les kilos je les ai jamais perdus, ça a été extrêmement compliqué parce que quand j'ai retiré l'implant je devais être à plus de 90 kilos, peut-être 95 à peu près. Donc à peu près 20 kilos en moins d'un an, donc le bilan il a été assez dur à la fin de la mise de cet implant, ça a été assez dur quand même. Voilà, donc après j'ai retiré l'implant, j'ai pris une contraception sans progestérone et je suis tombée enceinte avec la pilule sans progestérone qui est une pilule qui s'appelle Cerazette. En fait, ce qu'on m'a pas expliqué, c'est que cette pilule ne bloque pas l'ovulation, c'est juste une pilule qui épaissit la glaire cerviale, je crois que c'est comme ça, ou cervicale, enfin le cervial, je sais plus comment ça s'appelle, qui épaissit la glaire, qui limite le risque de passage des spermatozoïdes. Mais en gros, si vous avez une vie sexuelle active et que vous ne mettez pas de préservatif, ce qui est de base le principe de prendre une contraception orale, du coup effectivement ça peut vous causer des tours, ça peut vous jouer des tours et ça peut vous faire tomber enceinte. Voilà, donc moi je suis tombée enceinte avec cette pilule et effectivement c'était pas prévu, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, bon je vais pas vous passer, enfin je passe un peu les détails parce que j'ai fait des vidéos dessus, donc si vous voulez savoir un petit peu le pourquoi du comment, en tout cas psychologiquement c'était pas facile, avec mon copain on s'était un peu tiraillé à l'époque, avec ma famille c'était un peu pareil, j'avais pas les moyens de me prendre un appart donc j'ai fini en foyer maternel. Ensuite ma fille est née. J'ai perdu un peu de poids suite à l'accouchement bien sûr dans les quelques semaines qui ont suivi, mais 2 mois après la naissance de ma fille on nous a appris qu'elle avait une maladie dégénérative très très grave qui s'appelle la myotrophie spinale et que c'était vraiment inquiétant pour son pronostic vital sur le très court terme et que il y avait 80% de chances de décès avant les 1 an, donc on nous a appris ça, donc le stress, le choc émotionnel. 1 mois après elle est rentrée en hôpital en service pédiatrie en soins intensifs parce que la maladie suivait son cours et du coup malheureusement elle est décédée 3 mois après son entrée à l'hôpital, donc elle avait 6 mois, elle est décédée dans mes bras d'un arrêt cardiaque et toute cette période en fait entre l'annonce et le décès et bien sûr les mois qui ont précédé, enfin qui ont suivi pardon, ça a été très très dur psychologiquement et en l'espace de 3-4 mois j'ai pris 30 kilos. Il faut savoir qu'à l'époque, comme j'étais en foyer maternel, il y avait un accompagnement médical, psychologique et social. Donc moi j'étais suivie par une psychologue et moi à l'époque elle avait mis les mots dessus et elle avait dit que c'était dû à un choc en fait émotionnel et que mon corps avait fait des réserves pour se protéger du choc en fait que j'ai eu et voilà, c'était des kilos qui étaient assez durs à perdre et qu'il fallait se faire suivre psychologiquement pour aider dans une perte de poids, etc. Donc voilà, je vous avoue qu'après il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées. J'ai eu des soucis de santé dans l'année 2017 aussi, donc la même année où ma fille est décédée. Voilà, donc entre ma grossesse, donc en 2016, l'implant en 2015, 2017 également, donc l'annonce du décès, de la maladie de ma fille, son décès et son séjour à l'hôpital. Il y a eu tellement de stress, tellement de choses, tellement de soucis de santé qu'en fait j'ai pris franchement quasiment 45 kilos, presque 50 kilos en l'espace de 2 ans et demi à peu près. Donc ça a été beaucoup dû à des chocs psychologiques, ça a été beaucoup dû au stress et bien sûr un petit peu à l'alimentation parce que pas le temps et pas envie de m'alimenter correctement, donc à des heures, on va dire à des heures normales. Manger des repas normaux, des fois je pouvais beaucoup manger comme des fois je pouvais pas manger pratiquement de la journée, enfin voilà, c'est pas un mode de vie hyper sain et du coup forcément ça s'est ressenti sur la balance. Alors à l'époque c'est vrai que je ne me pesais pratiquement pas, je me pesais très rarement que quand j'allais chez le médecin ou voilà, mais quand en fait on a lancé un dossier pour faire une FIV avec DPI, donc pour faire notre deuxième enfant, il y avait un critère de poids et d'IMC parce que il faut prendre des traitements hormonaux assez lourds et si on est déjà en situation d'obésité forcément ça fait prendre du poids, donc c'était vraiment dangereux. Donc du coup c'est là que je me suis pesée et je me suis rendu compte que je faisais 126 kilos, donc ça c'était en milieu 2017 à peu près, et donc jusqu'à fin 2018 j'ai essayé plein de choses pour perdre du poids. Donc j'ai fait des régimes hypocaloriques, j'ai fait des régimes protéinés, des régimes des détox, des rééquilibrages alimentaires, j'ai pris des pilules, du NAK3, du plein de trucs pour essayer
de maigrir. Sur le coup ça fonctionnait sur le très court terme, mais malheureusement au moment de la phase de stabilisation ça ne fonctionnait jamais. J'avais beau être accompagnée par des professionnels, au moment de la stabilisation je reprenais tout, voire quelques kilos en plus. Donc avec les années j'avoue que j'ai un peu désespéré, et après je suis tombée enceinte de mon fils en 2019, donc tout début d'année 2019 j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils, donc j'étais contente, mais en même temps c'était pas facile parce que dû à la maladie de notre fille et comme c'est héréditaire, et on était obligé d'attendre 4 mois pour faire un test et les résultats on les a attendus un mois, donc en gros pendant 5 mois on savait pas si on allait pouvoir garder le petit. Enfin bon, ça a été très 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 compliqué. Plus mon chéri, au moment où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a eu un assez grave accident de moto. Enfin bon voilà, ça a été très compliqué. Et là voilà, depuis que j'ai accouché, j'ai cherché un peu à me stabiliser parce que à l'époque moi j'avais pas de boulot fixe, donc c'était un peu compliqué. Bon là maintenant on a un appartement, ça fait 3 ans qu'on est ici, mais un appartement qui nous plaît, tout le monde va bien, mon fils va bien, j'ai un boulot que j'aime et que j'adore. Donc du coup je me suis dit il serait un peu temps que tu essayes de penser à toi. Et effectivement je me suis dit du coup depuis l'annonce du premier confinement, vraiment c'est là où j'ai commencé à faire encore plus attention, donc diminuer les quantités, voilà, j'ai vraiment essayé plein de choses. Et j'ai réussi à perdre du poids cet été quand j'ai fait la cure détox. Donc à partir de mai 2020 j'ai vraiment commencé à mettre un gros coup de boost sur mon alimentation et sur le fait de bouger plus, parce que comme je bossais pas à l'époque et comme je gardais le petit à la maison, je me forçais à marcher au moins 1h30, 2h avec lui tous les jours, plus quand il faisait sa sieste j'essayais de faire la zumba, etc. Bref. Et au final effectivement pareil, je perdais, je reprenais, je perdais, je reprenais. Bon, on va dire qu'en 6 mois j'ai réussi à perdre je crois une dizaine de kilos, presque 12 kilos. Et malheureusement il y a eu le deuxième confinement, donc encore un coup sur le moral, etc. Donc c'était un peu compliqué. Effectivement le stress de pas retrouver de boulot parce que mon boulot n'était pas en CDI, donc je me suis dit avec la crise il va falloir encore que je cherche un boulot. Enfin c'était vraiment, ça commençait à être le stress. Voilà, donc j'ai tout repris, en 2 mois, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu en 6 mois, avec quelques kilos en plus. Donc j'en suis arrivée donc en août 2020 à me dire voilà, écoute, j'ai essayé de perdre du poids, j'y arrive mais ça tient pas sur le long terme, donc il faut que je trouve quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi pour m'aider, pour vraiment faire quelque chose de définitif, parce que je ne veux plus en fait être comme ça, parce que oui, être obèse on ne dit pas, mais certes, même si j'arrive à peu près à m'accepter parce que je m'habille, je prends soin de moi, je me maquille, c'est vrai que le rapport au corps, par exemple quand on se met en maillot de bain ou quand on veut mettre des robes et qu'on a des assez grosses cuisses, quand par exemple sur le point de vue santé, vous avez un enfant en bas âge et que vous êtes tout le temps par terre ou en train de le porter ou en train de monter et descendre des escaliers à longueur de journée et que au bout d'un étage, alors que vous en avez 4 à monter, vous êtes essoufflé, vous êtes au bout de votre vie. Quand vous avez un boulot où faut porter des trucs et que faut rester 10 heures debout dans la journée et que vous faites plus de 100 kilos, forcément sur les articulations et sur le dos, sur la circulation sanguine au niveau des jambes, ça pèse aussi au bout d'un certain nombre d'années. Et moi j'ai plus envie d'être comme ça, et je me dis si à 23 ans j'ai déjà aussi mal partout, ça va pas durer, je vais pas supporter ça encore pendant 10 ans, donc c'est pas possible. Donc j'avais envie de faire quelque chose de définitif, voilà, pour perdre tout ce poids. Et pour retrouver un poids santé, donc pour moi un poids santé ce serait arriver dans les 70 kilos. Voilà, 70, entre 70 et 75. Donc ce qui me ferait à peu près 45 kilos à perdre. En sachant que là à l'heure actuelle où je filme je fais 115 kilos. Voilà, donc j'ai réussi à me stabiliser. Pour l'instant je ne prends pas de poids, donc c'est très bien. J'en perds pas non plus, mais j'en prends pas non plus, donc au moins je suis stabilisée. Ce qui m'a incité à arriver à cette démarche de sleeve, c'est tout simplement... une amie, on peut dire que c'est une amie, c'est une bonne connaissance, qui s'appelle Sarah. Donc vous allez voir que j'ai beaucoup en parlé pendant la vidéo, mais elle m'a tellement aidée et m'a tellement aiguillée que je la remercie. Et c'est une abonnée en fait qui me suit depuis franchement je crois 4-5 ans sur YouTube et sur les réseaux sociaux, avec qui on a déjà discuté de sujets pas mal assez privés. Voilà, sur nos enfants, sur nos désirs de grossesse, sur sur le poids, sur plein de choses. Donc c'est vrai que en plus des conseils cheveux, des choses comme ça, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup discuté pendant ces 2-3 dernières années. Effectivement, je savais qu'elle allait se faire opérer au mois d'août 2020, donc d'une sleeve. Et je lui ai demandé un petit peu comment ça se passe, parce que pour moi dans ma tête, sleeve c'était vraiment, il fallait faire 180, 200 kilos, c'était vraiment des personnes, j'allais dire en obésité morbide. Alors selon l'IMC, je suis à la toute première tranche de l'obésité morbide,
Mais vraiment, je pensais qu'il fallait faire 180 kilos pour pouvoir se déplacer pour avoir le droit à ce genre de chirurgie, quoi. Et quand je lui ai demandé son poids, bah, je me suis dit, ah bon, bah pour ton poids, t'arrives à... Parce que je crois qu'elle fait elle faisait moins de 100 kilos quand elle s'est fait opérer. Elle devait faire 97 ou 98 kilos, enfin je crois. Je lui dis, t'as droit à cette opération-là? Elle me dit, oui, oui, j'y ai le droit, parce que bah, avec mon IMC, je suis en obésité sévère, voire presque morbide. Donc à partir du moment où t'as un IMC de 35 avec des comorbidités ou de 40, tu as le droit à ce genre d'opération. Donc super. Donc on a discuté de ça pendant plusieurs jours, et puis effectivement, bah, je me suis décidée à prendre rendez-vous du coup avec un chirurgien. Donc le premier rendez-vous, bah, il se passe très très rapidement, hein, en fait. C'est simple, c'est une prise de contact. Donc le chirurgien, voilà, va vous demander un peu bah, ce que je vous ai énoncé là, donc votre histoire avec votre poids. Il va vous demander également bah, pourquoi la sleeve, votre objectif après, et bah, quelles sont un peu vos motivations, voilà, choses comme ça. Donc ça dure vraiment 5-10 minutes. Et ensuite, moi, il m'a donné donc un document sur la sleeve avec bah, tout en fait sur la sleeve, donc comment se déroule l'opération, comment est le parcours, comment on mange après, comment bah, on s'en remet, les complications et les risques aussi, qui représentent quand même une bonne grosse partie. Voilà, donc vraiment tout sur la sleeve. Donc il m'a donné un espèce de document comme ça, et ensuite il m'a donné une liste de médecins à voir, puisque vous doutez bien, pour une opération comme ça, il faut absolument avoir bah, aucune contre-indication, donc aucune pathologie qui pourrait être contre-indiquante. Donc du coup, il faut faire un bilan de santé auprès de 5 professionnels de santé. Donc moi, j'ai dû voir une diététicienne, une psychologue, une pneumologue, un cardiologue et un endocrinologue. Voilà, donc j'ai vu ces 5 médecins-là. Peut-être qu'il y en aura moins pour vous, peut-être qu'il y en aura plus, mais en tout cas, je sais que ça, c'est 5 minimum. Après, ce qui peut vous être ajouté, c'est un gastro-entérologue, un dentiste, il me semble. Voilà, après ça dépend hein, de l'endroit où vous le faites, de si c'est en clinique privée, clinique publique, de à quel moment vous le faites, dans quelle région aussi. Chaque hôpital a ses prérequises, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas moi ça s'est passé comme ça, et effectivement bah, je vais demander un petit peu au niveau des délais, puisque bah c'était juste avant la deuxième vague du Covid quand j'ai pris rendez-vous, donc forcément bah moi je me suis dit les opérations sont décalées, machin, comment ça se passe, et il m'a dit ne vous inquiétez pas, nous on est une clinique privée, donc on n'est absolument pas impacté puisqu'on s'occupe pas du tout du Covid, et on s'occupe pas du tout de la réanimation, donc nous on n'a pas de Covid en fait dans notre service. Donc qu'il y ait une grosse vague ou pas, nous ça ne nous concerne pas du tout. Et effectivement, il faut compter, une fois que vous avez constitué tout votre dossier, donc que vous avez vu tous les professionnels de santé, faut compter un mois et demi entre du coup bah, le passage du dossier à la commission et la date d'opération. Donc j'étais super surprise. Je m'attendais à un délai beaucoup plus long de un an et demi, ou minimum 6 mois quoi. En fait effectivement il m'a dit bah si vous le voyez rapidement les médecins, ça dépend que de vous en fait. Plus vous allez les voir rapidement, plus vous allez vous faire opérer rapidement. Ça dépend de vous, de vos disponibilités, etc. Donc bon. Ça c'était c'était août 2020. Après du coup bah il y a tout le confinement, tout ce qui est passé en fait. Hein. Bon voilà, je cherchais encore du travail. J'avais pas de mutuelle, tout ça, donc c'est pas mal, c'est assez de coûts, donc je voulais pas poursuivre tant que j'avais pas trouvé un boulot et une mutuelle, parce que bah financièrement bah c'est un coût hein, pour avancer les frais. Et du coup bah j'ai repris uniquement bah, les examens que au 3e confinement, donc là, puisque bah, je suis au chômage partiel depuis le 31 janvier, voilà, donc bah, je me suis dit écoute c'est le moment de faire tous les examens, parce que bah, après quand tu vas reprendre le boulot t'auras pas le temps. T'auras pas le temps, puis après il y aura l'été, et puis ça va s'enchaîner, et puis ça va attendre encore je sais pas combien de temps, donc bah, faut le faire. Donc du coup j'ai pris rendez-vous en premier chez la diététicienne, et là c'est la partie 2, donc vous avez bien vu hein, du coup du parcours médical. Donc j'ai pris rendez-vous chez une diététicienne. Alors je vous avoue que ça s'est pas super bien passé. J'ai pas eu le feeling avec elle, et effectivement elle était contre l'opération. Vous allez en rencontrer des médecins, et vous allez en rencontrer probablement qui seront contre les opérations bariatriques. Voilà, il y en a qui estiment que à mon âge on est trop jeune pour faire ce genre d'opération, et qu'on n'a pas assez de recul sur la situation pour envisager d'autres options, ce qui est absolument pas vrai. Donc du coup, bah, j'ai pas eu le feeling avec la première diététicienne. Je suis ressortie du rendez-vous, j'étais dégoûtée parce qu'elle m'avait pas fait mon papier, elle m'avait pas fait d'enquête nutritionnelle, rien du tout que je devais présenter en fait au chirurgien, hein, parce que bah, le chirurgien il lui faut à chaque fois bah, des examens ou un courrier de la part du médecin pour dire qu'il n'y a pas de contre-indication
à l'opération. Et là je suis ressortie, j'avais rien du tout, donc j'étais dégoûtée. Donc du coup j'ai envoyé un message à Sarah en lui disant écoute, est-ce que tu as une diététicienne à me recommander, même si c'est en visio, voilà, ou si c'est un peu plus loin de chez moi c'est pas grave, mais tu sais d'avance qu'elle est pas contre ce genre d'opération et que elle pourrait me faire le bilan nutritionnel préopératoire. Elle me dit écoute, oui je te donne le numéro de téléphone de ma diététicienne et de ma psy, parce que ma psychologue elle est super et tu vas voir elle est très très douce et elle te fait dès le premier rendez-vous une évaluation psychologique. Je dis ça c'est génial. Donc j'ai pris rendez-vous avec les deux. La deuxième diététicienne qui m'a été recommandée par Sarah, elle a été super. On s'est vu en visio, ça a duré environ 1 heure. Donc en fait la diététicienne vous demande un petit peu votre parcours, pareil, si vous avez été suivi à peu près d'à combien d'années, ce que vous avez tenté déjà pour perdre du poids, votre IMC, s'il y a des antécédents d'obésité, de diabète dans votre famille. Et bien sûr une enquête alimentaire. Donc l'enquête alimentaire c'est vous donner des menus types de ce que vous mangez le matin, le midi, le soir et au goûter si vous prenez un goûter. Il faut être très très honnête et si vous avez des grignotages, je vais être très honnête avec vous, ça ne fonctionnera pas. C'est à dire que si vous souhaitez avoir recours à l'opération, il ne faut pas avoir de boulimie, il ne faut pas avoir de troubles du comportement alimentaire, il ne faut pas avoir de grignotage. S'il y a un de ces trois là, ou deux ou trois, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, votre dossier ne passera pas à la commission parce qu'en fait la sleeve c'est une aide pour gérer les quantités ingérées. C'est absolument pas quelque chose qui va vous aider miraculeusement à perdre 50 kilos en 1 an comme ça sans rien faire. Pas du tout, parce que aussi bien votre estomac au bout d'1 mois il peut recommencer à grossir si vous ne mangez absolument pas les quantités recommandées et si vous écoutez votre tête et pas votre corps. Et au final, au bout de quelques années, voire quelques mois, vous pouvez très bien reprendre du poids. Donc pour pas que ce soit un échec, il faut vraiment pas que vous ayez de problème avec le grignotage ou avec la boulimie parce que ça fonctionnera pas. Ou alors il faut vous faire traiter en amont par un psy et une diète. Mais voilà, en tout cas, donc voilà ce qu'elle m'a demandé. Donc elle m'a fait une enquête alimentaire, qu'est-ce que vous buvez comme boisson, si on fume pas, etc. Si on boit de l'alcool ou pas, enfin bon, plein de choses. Et du coup elle m'a sorti un papier par mail qui s'appelle un bilan préopératoire, nutritionnel préopératoire. Et ça fait partie du coup des papiers que vous aurez à donner à votre chirurgien. Donc voilà, en gros en conclusion, il y a bien écrit que je suis motivée par la chirurgie, que j'ai conscience des risques et de l'engagement que ça donne pour les années à venir. Et effectivement que j'ai pas d'hyperphagie boulémique, que j'ai pas de problème de comportement alimentaire, choses comme ça, donc rien qui contre-indique l'opération. Donc ça c'est la première professionnelle de santé que j'ai vue. Ensuite, deuxième professionnelle, ça a été la psychologue du coup qui m'a été recommandée par Sarah, que j'ai vue en visio également. Franchement une crème. L'entretien elle a duré au moins 1 heure et demie je pense. Et ça s'est super bien passé. On a parlé vraiment de tout et de rien. Elle m'a fait plusieurs points donc sur ma vie personnelle, donc sur mon enfance, sur ma vie actuelle, voilà, si j'avais des enfants ou pas. Elle m'a également du coup demandé mon rapport à l'alimentation, donc pareil une petite enquête alimentaire, savoir si je grignotais beaucoup, si j'avais déjà eu des phases dépressives, enfin des choses comme ça. Sur mes objectifs personnels, donc professionnels, personnels, je sais pas, l'achat d'une maison, avoir un poste plus élevé, enfin voilà. Et mes objectifs pour ma perte de poids, pour ma sleeve, voilà. Et à la fin, elle a conclu que pareil, il n'y avait pas de boulimie, pas de signe de dépression, pas de signe de psychopathologique, donc pas de problème, pas de contre-indication. Donc voilà, pareil, encore un document donc, qui s'appelle l'évaluation psychologique préopératoire qu'il faudra donner à votre chirurgien. Ensuite, le troisième médecin que j'ai vu, ça a été l'endocrinologue, donc je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une première fois pour qu'il me prescrive en fait tous les examens sanguins et urinaires à faire. Donc en gros, il vous prescrit, donc tout ce qui est simple, c'est les hématites, leucocytes, les plaquettes, il y a tout un rapport vitaminique, donc vous avez vitamine B9, B12, le fer, le zinc, vitamine D. Tout ça c'est pour voir si vous n'avez pas des carences en fait, parce que si vous avez des carences avant, il faut vous traiter avant l'opération, parce que après l'opération c'est sûr que vous en aurez, puisqu'on peut quasiment rien manger pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc moi ça a été mon cas, j'ai eu des petites carences en vitamine D, en zinc, donc il m'a donné vitamine D, zinc, vitamine C et quercétine, voilà, pour aussi en fait booster les défenses immunitaires avant de me faire opérer pour éviter de choper le Covid à l'hôpital en fait. Donc du coup il m'a dit pendant 3 mois avant l'opération, enfin au moins 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois si vous pouvez, avant l'opération, vous prenez ça et comme ça au moins ça va bien vous booster vos défenses immunitaires.
Et voilà, donc il y a ça, il y a le cholestérol, triglycérides, le diabète, la thyroïde, toutes les hormones de la reproduction, enfin en gros tout pour voir si vous n'avez pas un souci hormonal qui explique en fait votre surpoids, votre obésité, qui pourrait être traité autrement qu'avec la chirurgie. Donc bah moi rien de rien de bien négatif, hein, à part bah, ce petit souci de carence, hein, mais bon apparemment on est très nombreux et nombreuses à être carencés, donc voilà. Donc du coup j'ai été le voir du coup bah, la deuxième fois donc pour bah, qu'il fasse le compte rendu tout ça, donc où il m'a prescrit les fameuses vitamines et où il m'a fait une lettre du coup, un courrier pour le chirurgien, toujours en disant que vu l'état de santé il n'y avait pas de défaillance voilà sur le diabète, il n'y avait rien qui expliquait que il y avait de contre-indications et qu'il était d'accord pour la chirurgie, donc il m'a donné sa lettre, etc. Ensuite j'ai vu en quatrième la pneumologue. Donc la pneumologue, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait quand j'ai pris rendez-vous, j'ai bien expliqué que c'était pour un bilan préopératoire avant une chirurgie bariatrique. Donc en gros j'ai expliqué que mon médecin voulait que je fasse un test de souffle et un test d'aptitude du sommeil. Donc la secrétaire m'a dit oui pas de souci, on fait les deux, pas de souci. Donc j'arrive le jour du rendez-vous. Et effectivement donc elle me dit oui bah pour le test de souffle j'ai la cabine, pas de souci, on s'installe, etc. Donc bon. On se met à l'intérieur, je fais le test plusieurs fois parce que bah, je savais pas du tout comment ça se passait, donc j'avais du mal à bien souffler comme il faut dans le truc. Bref, au final, je réussis à le faire, tout va bien, pas de problème au niveau respiratoire. Et puis là, je m'installe, je dis mais du coup, pour le test d'apnée du sommeil, vous me mettez pas à l'appareil? Et elle me dit ah non, mais moi je fais pas le test d'apnée du sommeil. Et alors là, c'était la crise parce qu'il faut savoir que j'avais pris un rendez-vous donc un jeudi et non, j'avais pris rendez-vous un mardi. Et le mardi d'après, donc une semaine après, j'avais rendez-vous de base chez le chirurgien. Voilà, donc du coup, vous comprendrez pourquoi après, je dis de base. Donc de base, j'avais rendez-vous pour le mardi 27 avril à l'hôpital pour donner bah, le dossier au chirurgien. Donc j'ai dit, mais vous pensez que ça va le faire d'ici mardi? Parce que là, je sais pas, pour prendre des rendez-vous, ça va être compliqué quoi. Parce qu'elle me dit oui, alors ça se fait dans le même hôpital, mais c'est au centre du sommeil, il faut prendre rendez-vous auprès du secrétariat général, moi je peux pas le faire ici parce que j'ai pas l'appareil sur moi, enfin bon. C'était compliqué, au final elle a appelé le secrétariat, elle a réussi à me trouver rendez-vous 2 jours après, donc pour le jeudi. Et elle me dit bah écoutez, ce qu'on va faire, ce qui sera plus simple, c'est que bah, de toute façon si vous n'avez pas d'appli du sommeil, je vous envoie les résultats par mail avec mon courrier, j'ai votre mail qui est sur Doctolib, donc j'ai votre mail. Et si jamais vous avez de l'apnée du sommeil, bah dans tous les cas ça changera rien et ça contre-indique pas l'opération, mais il faudra qu'on se revoie d'ici là pour vous traiter, faire quelque chose pour ça quoi. Donc je lui dis bon bah c'est cool, donc le jeudi je me fais appareiller etc. Donc bon c'est pas top hein, franchement on va pas dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie parce que bah vous avez une électrode ici pour les ronflements, vous en avez un là, vous avez les lunettes qui passent dans le nez, vous avez le capteur de saturation d'oxygène dans le sang et vous avez le boîtier qui est collé là, enfin donc c'est franchement vous êtes appareillé de partout, c'est la galère. D'ailleurs petit conseil, si jamais vous faites appareiller et que vous faites ça chez vous, demandez à vous faire accompagner parce que pour conduire avec tous les câbles c'est une véritable horreur. Moi j'ai dit que j'étais gauchère, ce qui est le cas, et du coup elle m'a tout posé sur la main droite, mais le problème c'est que la main droite c'est la main avec laquelle on passe les vitesses. Donc effectivement bah, avoir plein de fils plus le capteur pour passer les vitesses ça a été vraiment la galère, mais heureusement que c'était pas trop loin de chez moi. Bon c'est pas non plus à 2 minutes mais bon c'est pas à 1 heure non plus donc ça va. Mais voilà, essayez de vous faire conduire ou prenez un taxi, prenez les transports en commun, enfin voilà, tout pour pas conduire parce que c'est vraiment un coup à avoir un accident. Donc je me fais appareiller, je rentre chez moi, bon je dors moyennement bien, bon c'est pas grave. Le lendemain matin donc il faut le déposer avant 11 h, donc je le dépose à l'accueil et moi je devais avoir les résultats donc directement dans la journée du vendredi puisque bah, le mardi j'avais rendez-vous de base. Donc le vendredi, j'attends toute la journée, j'essaie d'appeler plusieurs fois le secrétariat, injoignable, personne ne me répond, je me dis bon, peut-être que c'est en cours de traitement et qu'elle me les enverra, au pire des cas, samedi matin ou lundi, bon c'est pas grave. Donc bon, je passe ma journée, samedi matin, je passe ma matinée sans trop y penser, donc bah, je me rends compte à 12h30 que j'ai toujours pas les résultats, mais bon le secrétariat est fermé, donc impossible de contacter quelqu'un. Et puis alors là, le lundi, ça a été le lundi où j'ai harcelé le secrétariat. Alors il faut savoir qu'en fait j'ai fait ça dans un hôpital privé
Et effectivement en fait le service pneumologie de cet hôpital privé n'a pas de téléphone en fait. Très clairement c'est ça, parce que bah, j'ai essayé d'appeler toute la journée et en fait ça tombait directement, toutes les lignes sont occupées, donc ça sonnait occupé tout le temps, ça sonnait même pas que ça affichait un message. Mais je vous dis, quand j'ai appelé toute la journée, c'est-à-dire que de 9h du matin jusqu'à à peu près 14h30, donc que je pète un câble, hein, j'appelais, donc je raccrochais, je rappelais, je raccrochais, je rappelais, je raccrochais, je rappelais, toutes les 2 minutes, comme ça. Et j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Donc ça m'a gavé. Du coup j'ai pris ma voiture, donc le lundi après-midi. Je suis allée à l'hôpital et j'ai dit bah écoutez, j'essaie de contacter quelqu'un depuis je sais pas combien de temps. Personne me répond, me dit ah non c'est normal, je suis toute seule, je réponds pas au téléphone. Avec un air comme ça. Là je fais d'accord, mais du coup comment on fait pour vous joindre? Ah bah faut venir directement, hein. Je fais ok, bon. Du coup j'attends des résultats, je les ai toujours pas, j'ai rendez-vous demain, comment je fais? Ah bah il faut voir avec le docteur, mais là elle est en consultation, donc bah je lui passerai le message et puis bah je vous rappelle. Je fais mais j'ai rendez-vous demain matin, donc il me les faut aujourd'hui en fait. Elle me dit bah je vais faire ce que je peux, mais là je les trouve pas, hein, je les trouve pas. Je fais oh putain, bon. Donc du coup bah j'ai annulé le rendez-vous que je devais avoir donc le 27 pour le mettre du coup à aujourd'hui, voilà. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, une semaine, vous allez me dire, ça change pas grand chose. Sauf qu'en fait, sur le principe, après, j'ai eu le centre du sommeil qui m'a appelé pour me dire que, en fait, effectivement, le médecin a bien les résultats depuis le vendredi et qu'elle avait tout simplement oublié de me les transmettre. Donc, elle me les a transmis, du coup, le mercredi, donc 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. Bref, 4 jours après, hein, de retard, parce que je compte pas le samedi et le dimanche, bien sûr, par mail, avec une qualité photo dégueulasse. Donc, elle a dit qu'elle envoyait tout par courrier à mon chirurgien, il a rien reçu à l'heure actuelle. Donc du coup bah la commission ils vont me présenter un truc dégueulasse. Il m'a dit c'est pas grave, le plus important c'est qu'il n'y ait pas d'apnée du sommeil. Après je vous avoue que qu'il y ait un courrier ou pas un courrier, ou qu'on ait une photocopie ou quoi, enfin le plus important c'est qu'on arrive à lire ce qu'il y a dessus. Et effectivement bon voilà, hein, là on voit qu'il n'y a pas d'apnée du sommeil, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Mais bon, j'avoue que ça m'a un peu stressée, mais voilà. Et ensuite j'ai vu le cardiologue, et ça a été le dernier médecin. Donc le cardiologue c'est très simple, hein, c'est pour ma part ça a été un ECG. Donc c'est un électrocardiogramme, une prise de tension et une échographie du cœur, voilà. Donc ça c'est pour le cardiologue. Il y en a certains qui font des tests d'effort, moi ça m'a pas été demandé en tout cas. Après ça dépend peut-être de vos chirurgiens, peut-être qu'il y en a qui vont vous demander beaucoup de choses en détail. Moi on m'a rien demandé, on m'a juste dit d'aller voir les spécialistes et c'est tout. Et après bah, c'est les spécialistes qui ont fait un peu les tests qui leur semblaient nécessaires, j'ai envie de vous dire. Déjà, il n'était pas trop pour me faire une écho du cœur parce qu'il m'a dit bah, si vous n'avez pas de problème cardiaque et que vous êtes très jeune, j'ai pas l'intérêt de vous faire une écho du cœur. J'ai dit bah écoutez, tant que je suis là, autant faire ça, hein, parce que bah comme ça au moins ça fera toujours plus de résultats pour la commission, ce sera plus clair, vaut mieux passer par là. Voilà. Donc du coup voilà pour tous les médecins que j'ai dû voir. Donc pour les 5 médecins, voilà, donc en gros ça s'est plutôt assez bien passé, à part avec la première diététicienne et la pneumologue où ça a été un peu la galère pour récupérer les résultats. Donc ensuite, une fois que j'ai eu tout ça, j'ai attendu à peu près 1 semaine et demie, hein, le temps d'avoir mon rendez-vous, et effectivement du coup j'ai eu mon rendez-vous aujourd'hui, donc là j'en suis rentrée il y a quelques heures. Donc j'ai eu rendez-vous pareil à la clinique, donc je reviendrai après pourquoi j'ai choisi de faire ça sur une clinique privée, je vous expliquerai dans le détail après. Donc j'ai eu rendez-vous du coup aujourd'hui, donc j'ai donné toutes les pièces du dossier, il m'a dit qu'il n'y avait vraiment pas de souci, que c'était très complexe, c'était très bien. Il m'a dit bah écoutez, je sais qu'il y a une commission qui se tient demain soir, donc on va vous faire passer sur celle de demain soir, on vous rappellera soit fin de semaine soit début de semaine prochaine pour programmer le reste et pour vous donner une date. Je dis bah c'est génial. Franchement c'est génial. Il m'a dit que ça se faisait très rapidement parce que bah, une fois qu'il y avait l'accord de la commission, en fait maintenant il n'y a plus en fait à attendre les 3 semaines auprès de la sécu, parce que moi je m'étais renseignée et j'avais vu qu'en fait la commission devait envoyer le dossier à la sécu et qu'elle avait 15 jours pour répondre, et que si elle répondait favorable c'était bien, si elle répondait pas c'était favorable, et si elle répondait non bah c'était non. Et effectivement là maintenant il dit que c'est directement via internet et que bah il rentre tous les trucs et qu'ils ont la réponse immédiatement. Donc franchement j'ai envie de vous dire c'est cool. Donc du coup il m'a dit que voilà, dans quelques jours on m'appellerait pour me donner la réponse et que je pourrais directement reprendre rendez-vous avec lui pour programmer les quelques petits trucs qui restent, mais il m'a dit vraiment c'est une consultation anesthésie et une fibroscopie. Voilà, une fibroscopie pour voir si vous n'avez pas de soucis d'ulcères, de lésions, de choses qui pourraient empêcher l'opération, en tout cas qu'il faudrait traiter avant. Il me dit en tout cas ça peut se faire en 2-3 semaines, 1 mois, voilà, grand maximum. Mais il m'a dit voilà, ça peut se faire très très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce serait normalement au plus tard pour juin du coup.
Bon, je vous avoue que j'aimerais bien juin et pas trop avant non plus parce que bah en fait je reprends le travail le 19 mai et déjà que je vais pas être là pendant un mois parce que bah après jour d'opération c'est minimum 3 semaines d'arrêt, sachant qu'il y a 4 jours d'hospitalisation plus le jour de l'opération et que bah ça peut aller jusqu'à 6 semaines, hein, c'est dépendant de votre travail, c'est le médecin qui va décider. Et effectivement, j'ai pas envie de mettre mes collègues dans la merde et de ne pas être là pour la reprise parce que très clairement pour la reprise on va être, je pense, assez au taquet, hein. On va avoir du flux je pense, donc j'ai pas envie de les laisser toutes seules sachant qu'on est déjà en sous-effectif, hein, et qu'on va devoir faire du 6 jours sur 7 pour pouvoir répondre à la demande de tout le monde. Mais voilà, donc du coup ça se fera sûrement début juin, mi-juin, je sais pas encore. On verra bien, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Et du coup, très rapidement, pour clôturer cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai choisi de le faire en hôpital privé. Déjà parce que c'est une recommandation, c'est-à-dire que c'est Sarah qui m'a recommandé son chirurgien et donc cette clinique, qui n'est pas près de chez moi du tout parce qu'elle est à Mantes-la-Jolie et moi j'habite dans le 91, donc elle est à 80 km de chez moi. Mais franchement, une opération, c'est une fois dans sa vie, et si pendant quelques mois on doit faire un aller-retour par mois, enfin même pas, hein, je crois que j'y suis allée 2 fois. Et au pire, je devrais y retourner encore 2 ou 3 fois. Donc voilà, c'est assez loin de chez moi, mais bon. J'ai voulu passer par là parce que bah, c'est une recommandation et je trouve que aussi bien pour la médecine que pour tout, le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux. Et également le délai, effectivement, parce que si j'aurais pas laissé passer ce délai de août jusqu'à fin mars, ça aurait pu être encore plus rapidement, hein. Très clairement, si vous prenez rendez-vous avec les spécialistes que vous avez à voir, ça peut se faire en 2-3 mois, hein, en clinique privée, hein. En région parisienne, hein, là où c'est bien tendu au niveau des hôpitaux. Donc si jamais vous êtes en province ou dans une région moins impactée, franchement ça peut se faire en 1 mois et demi, 2 mois facilement, hein. En public, très clairement certes on paye pas les honoraires d'anesthésiste, hein, mais effectivement, si c'est pour attendre 3 ans minimum, moi ça m'intéresse pas, c'est une démarche que j'ai besoin de faire dans l'année, hein, quand même. Voilà, mais après, si jamais vous êtes prêt à attendre pendant plusieurs années, n'hésitez pas, enfin voilà. Donc voilà, voilà pour tout ça, j'espère que j'aurai été assez claire, que je vous aurai tout dit. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si jamais bah, vous avez des questions, tout ça, si jamais vous avez subi ce genre d'intervention, bah, partagez vos témoignages en privé. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux, donc vous avez mon Instagram, mon TikTok, bon voilà, mon mail. Voilà, donc vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram, hein, avec plaisir que je vous réponde dès que j'ai votre message. Et puis bah, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi en commentaire, bien sûr. Donc voilà, écoutez, du coup je vais attendre moi de mon côté qu'on me recontacte, d'avoir un peu avancé dans les démarches, et en gros je pense que je vous reprendrai pour vous faire une vidéo que quand j'aurai la date sûre de l'opération et qu'on sera bientôt à la date. Comme ça au moins je vous donnerai bah, les quelques derniers examens qui m'ont été fait faire, comment je les ai ressentis, surtout la fibroscopie parce que j'avoue que ça... j'ai un peu peur. On va dire que, comme dirait mon chirurgien, on est à 98% de la démarche qui est finie, donc voilà, on va dire qu'on est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos témoignages et vos questions en commentaire si vous avez besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!